Bonjour les amis, alors on va continuer aujourd'hui les différentes phases de la quête spirituelle qui nous amène de l'éveil de conscience à l'éveil spirituel. On a déjà vu dans les vidéos précédentes la phase numéro 1 qui est l'événement déclencheur, c'est-à-dire cet événement difficile qui va provoquer un profond mal-être et qui a pour objectif de nous faire prendre conscience qu'il est important aujourd'hui de changer de vie, de changer de chemin de vie. On a vu dans une phase numéro 2 que cet événement déclencheur va provoquer un incessant questionnement intérieur. Des questions intérieures qui vont tourner en boucle à l'intérieur de soi et si l'on choisit de rechercher les réponses à ces questions, va nous amener à la phase suivante, la phase numéro 3 qui est la phase de la quête. Elle démarre par la quête de soi. Il s'agit à ce moment-là de répondre d'abord aux questions matérielles que l'on se pose, c'est-à-dire déjà comment se soigner. Arrive la phase suivante qui est la phase du questionnement intérieur, la quête de soi, les questions existentielles. En effet, on va entrer progressivement dans un état d'introspection. Un état dans lequel on va véritablement chercher un sens à sa vie personnelle. Et elle va nous amener à un moment donné à une question essentielle, c'est qui suis-je? Qui suis-je véritablement au plus profond de moi? C'est cette période qui va vous permettre de faire un bilan finalement de vous-même. Cette phase durant laquelle vous allez partir en quête d'information, pour moi, est la phase de déconstruction, de dépersonnalisation dans laquelle vous allez petit à petit faire le ménage dans tout ce qui n'est pas vous, dans tout cet apprentissage qui a été le vôtre depuis votre enfance. On va se rendre compte que ce personnage que l'on croyait être soi n'était en réalité qu'un faux self. En effet, vous allez vous rendre compte que vous êtes tout simplement aujourd'hui le fruit de votre culture. Effectivement, on a pris pour acquis quelque chose qui nous a été inculqué. On ne s'est malheureusement pas simplement adapté à un milieu, on s'est suradapté au point de s'oublier soi-même. Le monde spirituel nous dit que cette phase a pour objectif de nous permettre de redevenir véritablement soi-même et pour redevenir vraiment soi-même, il est important de se départir totalement de cette fausse personnalité que l'on croyait être soi. C'est de pouvoir retrouver pleinement son libre arbitre. C'est-à-dire qu'en redevenant soi-même, on retrouve la capacité de prendre des décisions pour soi en toute conscience, en pleine connaissance de qui l'on est vraiment et de ce que l'on veut vraiment intérieurement. Ainsi, de ne plus être manipulé par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Il s'agit vraiment aujourd'hui de retrouver la pleine maîtrise de sa vie. On est donc là dans cette phase à un éveil de la conscience de qui l'on est soi-même vraiment. Ainsi, retrouver son libre arbitre et réorganiser sa vie telle qu'on le veut vraiment va nous permettre de retrouver tout simplement l'harmonie en soi, c'est-à-dire une fusion de ce que l'on présente au monde et ce que l'on est, ce qui installe nécessairement la paix intérieure. Quelques conseils, il faut prendre soin de soi, méditer, de se promener dans la nature. Retrouver une alimentation saine et équilibrée, des activités sportives, essayer d'adapter son temps de sommeil au plus juste. C'est aussi tout simplement se faire du bien. Déculpabiliser, de prendre soin de vous, vous faire accompagner. Et puis dernière chose, nous disent le monde spirituel, confiance. Tout simplement confiance qu'après la pluie vient le beau temps, nécessairement. La quête de nous, les questions existentielles, dans quel monde vit-on? Après la phase 4, durant laquelle effectivement on a été extrêmement en introspection, donc en quête de qui l'on est soi-même, on va commencer à de mieux en mieux se connaître et on va petit à petit sortir de cet état autocentré. Évidemment, la quête de soi n'est jamais terminée, elle ne s'arrête pas avec la phase 5, parce que la quête de soi, c'est un travail de l'âme qui est infini. Cependant, à un moment donné, effectivement, on va être un petit peu moins autocentré parce qu'on va commencer à se connaître de mieux en mieux et on va commencer à s'intéresser de plus en plus à l'extérieur. C'est ainsi qu'après cette quête de soi, on va commencer à partir en quête de nous au niveau collectif. Durant cette phase,
il y a deux aspects essentiels dans la question de qui sommes-nous. Il y a qui sommes-nous au niveau individuel et qui sommes-nous au niveau collectif. Au niveau individuel, à un moment donné, effectivement, parce qu'on va de mieux en mieux apprendre à se connaître, parce qu'on va s'informer, on va expérimenter et on va mieux comprendre sa psychologie personnelle en tant qu'humain, eh bien naturellement, on va être amené à faire le parallèle avec tous ceux qui nous entourent. Parce qu'effectivement, durant la phase de questions sur soi, on a généralement beaucoup traversé sur la psychologie humaine. Développement personnel en général, qui nous a amené à faire beaucoup de lectures, à écouter beaucoup de conférences, à faire des ateliers, voilà, des séminaires, des choses où vraiment vous allez apprendre à connaître la psychologie et ainsi, de fil en aiguille, ce qui va vous amener à ouvrir votre regard vers les autres, c'est que vous allez commencer à voir les différences entre vous et les autres et notamment au travers des relations que vous avez nourries vous avec les autres. Et notamment, ce qui va évidemment vous amener à changer vos relations désormais. C'est un cercle en général vertueux, mais qui demande du temps, parce que la connaissance de qui est l'humain, c'est quelque chose qui est quand même assez grandiose. Ce qui est normal, je le disais il y a un instant, la psychologie humaine, l'évolution humaine, elle se fait à l'échelle de l'infini et pas du tout à l'échelle d'une vie. Donc, développement personnel, on va commencer à comprendre les différentes personnalités, comment ces différentes personnalités interagissent avec vous et comment améliorer finalement votre relation à l'autre et comment ne pas être victime de la relation à l'autre. Vous allez dans cette période faire beaucoup le parallèle de votre passé, de votre présent avec tout ce que vous aurez appris. Donc c'est une phase où beaucoup ça va beaucoup bouger à l'intérieur de vous. Pourquoi ? Parce que forcément, si on en arrive à cet éveil de conscience, c'est quelque chose qui ne résonnait pas juste dans votre vie. Et notre vie, elle est essentiellement axée sur la relation à l'autre. On est des êtres sociaux, c'est ce qui nous nourrit, mais c'est aussi ce qui nous détruit. Et vous allez ainsi, de fil en aiguille, refaire des liens entre ce que vous avez vécu et ce que vous comprenez aujourd'hui de cette relation. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous avez réagi de telle façon dans telle situation et pourquoi l'autre a réagi de telle autre façon dans telle situation. Et généralement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de quiproquos dans nos relations à l'autre, qu'ils soient volontaires ou pas. Mais ce que j'ai pu constater beaucoup chez vous, pas chez tous, c'est que vous avez été souvent victime d'un pervers narcissique. Ça, c'est quelque chose que vous me dites très souvent. Je me rends compte à quel point l'être avec qui je vivais, mon conjoint, mon amoureux, etc., a été un pervers narcissique et qu'il m'a mis sous sa domination et à quel point j'ai pu me laisser faire. Et cette prise de conscience de l'autre et de qui je suis, forcément, devient une protection. Une protection bénéfique parce que désormais, vous saurez de mieux en mieux comment réagir quand vous découvrirez au travers de ce nouveau prisme qui est cette connaissance que vous avez du vivant. Vous allez pouvoir réagir d'une façon plus adaptée, soit pour vous protéger effectivement de personnes qui ne seraient pas bénéfiques pour vous, soit au contraire pour vous ouvrir complètement à ces personnes qui entrent totalement en résonance avec votre personnalité. Donc on en est encore dans cette phase-là à la question de la personnalité. Je fais bien la distinction entre quelle est notre personnalité, donc notre caractère, et qui nous sommes vraiment au plus profond de nous en tant qu'âme. Et vous verrez par la suite, quand on en reparlera, enfin j'espère que je n'oublierai pas de vous en reparler, il y a une vraie différence entre qui nous sommes au plus profond de soi et que l'on peut complètement émaner ici et maintenant dans notre vie. Or, difficilement quotidiennement et à tous les instants, parce que ça demande un vrai éveil de conscience, un vrai éveil spirituel et puis un niveau de sagesse énorme qu'on n'a pas encore en général atteint dans cette vie-là. Et je vous le souhaite quand même, on ne sait jamais. Mais n'empêche qu'il y a une vraie différence entre qui nous sommes au plus profond de soi et qui l'on montre au monde. Donc quel est l'ego par lequel on interagit avec les autres. Parce que oui, il s'agit de ça. On a un ego qui est quand même souvent assez fort et c'est souvent lui qui réagit par ses peurs, par ses interprétations erronées, par ses blessures, par ses croyances limitantes, etc.
Et effectivement, c'est de tout ça qu'il s'agit, c'est tout ce que vous apprendrez et que vous apprenez ou que vous avez appris durant cette période de compréhension de qui est l'autre. Et dans cette phase, parce que vous allez de mieux en mieux comprendre qui vous êtes et qui sont les autres, bien ça va être une phase durant laquelle vous allez être beaucoup dans l'analyse de vos relations. Dans la vie quotidienne, quand vous serez en interaction, vous allez avoir cette tendance à être dans l'autocritique et dans la critique de l'autre. Alors, critique, pas dans son sens forcément péjoratif, attention, mais vraiment dans j'essaie d'analyser chez l'autre et dans ma relation à l'autre, comment cette relation entre en résonance avec ce que je sais désormais de la psychologie humaine. Donc, dans cette phase, oui, vous allez être forcément dans le jugement. Donc c'est quelque chose auquel il faut être attentif parce que quand on est dans ce jugement, on peut mettre les autres dans des cases et donc on peut partir effectivement dans une analyse critique péjorative de qui est l'autre. Je le prends, je le mets dans la case par exemple pervers narcissique et il est difficile après coup d'être dans la bienveillance totale parce que forcément dès qu'il est dans une case négative, difficile de l'en sortir. Donc prenez garde durant cette période où vous allez être dans le jugement de ne pas être trop catégorique quant à la place de l'autre dans la catégorie que vous imaginez être la sienne. Parce que sinon vous allez forcément refermer des œillères, cloisonner les gens dans ce qu'ils ne sont pas parce que encore une fois, il y a quelle est la personnalité et quel est le moi réel. Et l'idéal serait que tout ça soit imbriqué et que nous n'émanions qu'une unité complète aujourd'hui. On en est loin encore une fois. Ça peut être une période aussi, je vais dire, prise de tête. Parce que être constamment comme ça dans l'analyse, dans le parallèle, forcément ça peut être fatigant psychologiquement. À tout analyser, à tout essayer de comprendre, à tout essayer de catégoriser, à tout essayer d'adapter, de suradapter, ça peut être épuisant. Donc soyez conciliant avec vous-même durant cette période. Essayez de prendre du recul vis-à-vis quand même de tout ce que vous avez appris. C'est important, mais je prends du recul parce que l'analyse, le jugement, l'interprétation, c'est de l'ego, c'est beaucoup d'ego. Donc, essayons de mettre de la légèreté dans notre relation à l'autre, au contraire. Voilà grosso modo ce que je voulais vous dire par rapport à la relation à l'autre et à la compréhension de qui est l'autre. Maintenant, s'agissant de qui sommes-nous ? Parce qu'effectivement, on comprend de mieux en mieux qui est l'autre, mais l'autre s'inscrit naturellement dans un collectif. Nous sommes des animaux sociaux, je disais, donc naturellement, on va commencer de plus en plus, forcément, c'est dans l'ordre des choses, à nous observer dans la collectivité, dans la société. Et donc, on va commencer à s'interroger sur quel est le monde dans lequel on vit. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas forcément de cet ordre chronologique. Je disais, apprendre à se connaître soi, comprendre qui est l'autre, comprendre le monde dans lequel nous vivons, tout ça peut se faire en même temps, mais il y a des moments où on va être plus axé dans un domaine que dans un autre, ok ? Qui sommes-nous d'un point de vue collectif ? Ça va être un moment assez particulier à vivre et je dirais même douloureux à vivre. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi c'est douloureux. Quand on va commencer à se rendre compte que soi-même en tant qu'individu, que l'autre en tant qu'individu a évolué et se présente aujourd'hui au monde avec un faux self, avec une fausse personnalité qui est issue de son histoire personnelle, de son éducation, de ses apprentissages, ses expériences, vous allez comprendre naturellement que si ça fonctionne au niveau individuel, c'est obligatoirement la même chose au niveau collectif. Et là, ça peut être la douche froide. Parce qu'au niveau collectif, je dirais que ça va encore plus mal qu'au niveau individuel, parce que naturellement, au niveau collectif, c'est la condensation de toutes ces personnalités et souvent quelque peu défaillantes, pas tout à fait dans l'équilibre, dans la justesse, parce qu'au niveau collectif, on a encore moins travaillé sur soi. Donc quand on va commencer à essayer de comprendre quel est le monde dans lequel on s'inscrit nous individuellement,
Eh bien, de la même façon, on va partir en quête de réponses. On va commencer à s'intéresser à comment fonctionne le monde réellement. On a tous, dans nos cultures occidentales, un minimum de connaissances sur comment le monde est organisé au niveau sociétal. On est allé à l'école, on a lu des journaux, on a écouté la télé, voilà, on a quand même une idée globale de ce monde dans lequel nous vivons. Sauf que, quand on est dans cette phase où on commence à vraiment se comprendre soi-même, à comprendre l'autre, eh bien, on a ouvert les œillères et on les ouvre encore de plus en plus. Ce qui va nous amener à nous questionner profondément sur l'inadéquation entre ce qu'on a appris de ce monde et ce qu'on ressent le plus profondément à l'intérieur de soi. Il y a une disharmonie entre ces deux représentations du monde qu'on ne s'explique pas toujours forcément quand on est dans ce stade de l'éveil. C'est ainsi que cette dysynchronie va nous amener à nous questionner de plus en plus et nécessairement à aller chercher les réponses. Nécessairement oui ou non, en général quand on en est là, on y va, on y va vraiment parce qu'on a passé le cap des blocages, on arrive à avancer dans ce questionnement intérieur qui nous ouvre de plus en plus et ainsi on va aller chercher les informations. L'information, je disais jusque-là, on l'a acquise par tout ce qu'on appelle l'éducation mainstream, par les médias mainstream, par la pensée dominante. Cette pensée dominante nous explique le monde au travers d'un prisme qui est le sien, au travers d'un prisme qui est celui d'une classe dirigeante qui souhaite qu'on fonctionne collectivement d'une façon ou d'une autre. On l'a vu au travers de l'histoire, en fonction des régimes dans lesquels on s'inscrit, des périodes dans lesquelles on s'inscrit, forcément le régime, la mise en place d'une pensée n'est pas tout à fait la même à ce moment-là. Elle varie d'un pays, d'une période à l'autre. Donc, quand on en est à ce moment-là, à se questionner sur le monde, on se rend compte en fait qu'effectivement, si nous on va pas bien, le monde ne va pas bien mieux que nous. On se rend compte bien qu'il y a des conflits, qu'il y a des décisions politiques, il y a des famines, il y a des inégalités d'un peuple à l'autre. Il y a plein de choses qui ne sont pas logiquement explicables par la pensée dominante. C'est cette dysynchronie qu'on ressent intérieurement de plus en plus profondément qui va nous pousser à aller chercher des réponses. Ainsi, on va commencer à aller chercher des réponses à ces questions sur ces dysynchronies. Ça passe encore une fois par la quête de connaissances, la quête d'informations. Parce qu'on a généralement une connaissance mainstream, on va continuer un petit peu dans cette lancée pour essayer de mieux comprendre le monde, mais ça ne va toujours pas solutionner cette disharmonie que l'on ressent à l'intérieur de soi. Après avoir étudié, alors peut-être en fonction de qui vous êtes, de votre intérêt, de votre curiosité, de votre goût pour la culture, vous allez plus ou moins aller chercher des réponses au niveau de l'histoire, au niveau de la politique, au niveau de l'économie, au niveau de la géopolitique, au niveau de plein de domaines comme ça qui ont attrait à la connaissance du monde. Et plus vous faites ça, à un moment donné, vous allez vous dire, ça n'explique toujours pas ce que je ne comprends pas de ce monde, ça n'explique pas pourquoi le monde va si mal, donc il faut que j'aille plus loin. Et c'est ainsi que vous allez découvrir en général durant cette phase tout ce qui est médias alternatifs, tout ce qui est hors de la pensée dominante et vous allez commencer à vous ouvrir à une information. En général, beaucoup d'entre vous vont aller sur YouTube en général, regarder plein de vidéos de médias alternatifs, de journaux alternatifs, de scientifiques alternatifs, d'historiens alternatifs, de religieux alternatifs. Vous allez voir qu'il y a pléthore d'informations très très sérieuses, très pertinentes de professionnels qui vont vous donner une autre vision du monde. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans cette phase, c'est que vous allez pouvoir faire le parallèle entre ce que disent les médias mainstream et ce que disent les médias, entre guillemets médias, alternatifs. Et là, généralement, c'est la douche froide, la douche glaciale.
Parce que ce que vous apprendrez dans les médias alternatifs, ça peut être extrêmement perturbant, extrêmement violent, extrêmement déstabilisant. En effet, vous allez comprendre que les dessous de ce monde ne sont pas aussi lisses que ce qu'on a pu nous présenter jusque-là et ne sont pas aussi peut-être bienveillants que ce qu'on a appris jusque-là. Et quand on commence à découvrir les dessous de l'histoire, ça peut faire très mal. Et généralement, dans ces moments-là, on atteint un niveau de sidération. Un niveau de sidération dans lequel on va être coincé un temps et durant lequel ça va être difficile de sortir de l'état d'esprit dans lequel ça va nous plonger, c'est-à-dire un mal-être intérieur profond, une désillusion profonde qui va faire qu'on va aller quand même durant cette période un peu, beaucoup plus mal. En effet, on va se rendre compte que l'intérêt des uns, ceux qui organisent le monde dans lequel on vit, n'est pas nécessairement l'intérêt collectif. Et c'est vraiment là que le bât blesse. Comprendre que l'intérêt individuel d'une certaine classe dominante va souvent, parfois, beaucoup à l'encontre de l'intérêt collectif, et ben ça sape complètement les bases de la représentation que l'on avait du monde. Et quand les bases sur lesquelles nos croyances profondes sur le collectif reposaient, c'est comme un tremblement de terre, c'est comme une faille qui s'ouvre, ben ça peut être la chute libre. Alors tout évidemment, c'est pas de chuter trop loin, mais on peut chuter très fort quand même. Et ça peut faire quand même très mal. Pour que vous compreniez mieux de quoi je parle, je vais tout de suite vous donner l'exemple de ce que nous avons vécu collectivement ces 2 dernières années avec l'émergence du Covid. Vous allez comprendre que c'est extrêmement présent, extrêmement fort avec cet exemple et du coup, ça explique la période dans laquelle on est, celle que moi j'appelle, celle que les guides en réalité appellent la période du grand changement. Avec l'émergence du Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Covid, confinement, décisions politiques multiples, gestion scientifique diverses, propositions préventives variées et contradictoires, incongrues, pas logiques, propositions de traitement surprenants, gestion des places à l'hôpital, gestion des masques, rester à la maison, ne pas se faire soigner, licenciement d'un certain nombre de professionnels et notamment du personnel médical dont on avait cruellement besoin. Vous aurez compris que durant cette phase de gestion du Covid, il y a eu beaucoup d'incohérences qui nous a amené globalement à nous poser un tas de questions. Beaucoup, effectivement, se sont posés des questions, mais ont préféré rester dans l'accueil que cette gestion du Covid était juste bienveillante, était juste pour le collectif et que malgré les contraintes que ça impliquait au niveau individuel, il fallait en passer par là. Ces personnes-là, sont restées dans leur position, dans leurs croyances. Ils ont bloqué quelque chose à l'intérieur d'eux qui nécessairement les ont interpellés, mais ils ont préféré trouver une réponse satisfaisante, une réponse rassurante. Quand un certain nombre d'entre vous, à ce moment-là, vous avez accueilli ce moment de sidération, ces moments difficiles que ça a généré en vous, et vous avez accepté d'aller plus loin. Vous avez accepté d'aller plus loin et d'aller creuser pour de mieux en mieux comprendre comment cette gestion-là est possible, comment ces propositions préventives et de soins sont possibles, comment se fait-il qu'on nous mente et finalement comment se fait-il que derrière ça ne réagisse pas. C'est ainsi que beaucoup, alors certes, malheureusement, je dirais, de mon point de vue de terrienne incarnée actuellement, malheureusement, certes, ce n'est pas la majorité, c'est au contraire une minorité.
mais une minorité qui va s'intéresser à ces questions auxquelles elle ne s'intéressait pas avant le Covid. Elle va s'intéresser à ces questions et ça va faire bouger à l'intérieur d'elle un tas de croyances qui vont ainsi tomber comme un château de cartes. Minoritaire, mais n'empêche que, avec cette période, il y a eu énormément de gens qui se sont éveillés à cette conscience d'une nouvelle réalité plus juste à comprendre, plus explicative de ce qu'il y a dans ce monde. En effet, vous êtes nombreux à aller avoir fouillé, comme des dingues, je dirais même, cette question du Covid. Aller chercher qu'est-ce qu'on nous raconte, pourquoi on nous raconte, est-ce que les masques c'est bien, est-ce que c'est dangereux, est-ce que ça l'est pas, est-ce que ça protège, est-ce que ça protège pas, pourquoi il en manque, pourquoi on nous dit qu'il faut les mettre, pourquoi on nous dit qu'il faut pas les mettre. Vous êtes allé creuser la question des traitements. Est-ce que ce traitement dont on nous parle, Doliprane, restez à la maison, couchez-vous, soignez-vous ainsi, n'allez pas voir votre médecin, sinon vous allez contaminer tout le monde, etc. Est-ce que c'est juste? Vous allez chercher également, vous avez cherché beaucoup des soins nouveaux. Alors les plantes, la naturopathie, ça a été très à la mode parce que c'était évidemment une bonne chose. Les plantes, les minéraux, les vitamines, le zinc, les traitements médicaux qui existaient déjà. Ensuite, aller chercher qu'est-ce que disent les autres scientifiques à ce sujet. Est-ce qu'il y a des traitements possibles que l'on peut mettre sur le marché? Est-ce qu'ils sont existants ces traitements? Et puis vous allez vous rendre compte, plus vous creusez, que oui, ils existent et que simplement ils n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. On a beaucoup entendu parler de Raoult à cette époque. Bref, à un moment donné, vous vous rendez compte du schmilblick. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait prendre le risque de me faire censurer bien trop et puis de donner une opinion qui serait trop la mienne, alors que finalement, c'est à chacun de se faire sa propre opinion. Donc, vous savez de quoi je parle quand je dis tout ça, à mon avis, parce que si vous êtes là, c'est que déjà, ça résonne un minimum juste en vous, sinon vous serez déjà parti. Et c'est ainsi que votre culture générale va faire un bond durant cette période concentrée, cette période de Covid et post-Covid concentrée que durant beaucoup d'autres périodes de votre vie. Ce qui fait que parce que votre culture générale va augmenter et que désormais vous allez regarder le monde non seulement sous le prisme de la pensée dominante, mais également sous le prisme des différentes autres pensées alternatives, vous aurez une pensée beaucoup plus globale, une vision plus globale du monde dans lequel vous êtes. C'est ainsi que vos œillères s'ouvrent encore plus, beaucoup plus. Bien évidemment, elles ne sont pas complètement ouvertes, mais voyez combien vous commencez à voir de plus en plus grand. C'est ça l'éveil des consciences. Notre conscience voit de plus en plus grand qui l'on est, qui est l'autre est et quel est le monde dans lequel on vit. Donc, voir la réalité en face est au début pas facile. Je vais vous donner maintenant mon exemple personnel. Comment moi j'ai vécu cette phase de questionnement sur le monde dans lequel on vit. Je ne l'ai pas vécu en même temps que beaucoup d'entre vous. Ce n'est pas pendant la période du Covid que j'ai vécu moi cet éveil de conscience au monde dans lequel nous vivons. C'était en 2014 surtout, et puis 2015, 14, 15 et puis depuis lors. Après mon burn-out, effectivement, je me suis rendu compte que moi, j'allais pas bien. Mais comment je pouvais aller bien alors que le monde dans lequel je vis va extrêmement mal? J'avais une vie, comme je vous le disais, agréable. Moi, pas de difficultés en dehors de cette question du sous-effectif au travail. Ma famille, tout allait bien. Mes enfants, mon mari, mes parents, mes parents, frères et sœurs, etc. Enfin, tout était OK. Sauf que quand j'ai fait ce burn-out, ça a ouvert en moi ce questionnement de si je vais mal, je ne pourrai jamais aller bien parce que le monde va mal. Et ce qui me faisait dire moi que le monde allait mal, c'était qu'il y avait des guerres, il y avait des famines. Et ces deux éléments-là, pour moi, c'était inacceptable que ça puisse encore exister en nos siècles. Comment, avec nos progrès où on envoie des fusées dans l'espace, on soit encore capable de faire des guerres et qu'il y ait encore des famines dans le monde. Je trouvais ça tellement aberrant et quand je pensais à ça, à cette époque, ça me faisait vachement mal au cœur. Et vraiment, je me souviens d'un jour où j'étais en conférence, j'assistais à une conférence où
la psychologue conférencière. C'était Monique de Kermadec à l'époque qui faisait une conférence. Et elle expliquait que même si individuellement on se sent mal à l'intérieur de soi, eh ben, on peut guérir de ses blessures. Et lorsqu'on a guéri de ses blessures individuelles, on peut être heureux bien que le monde autour de soi ne l'est pas complètement. Et je me souviens que je n'avais pas pu poser une question à ce moment-là parce que le temps était imparti, le temps des questions. Mais j'étais restée avec cette frustration en sortant de cette conférence parce que la question que je me posais, mais c'était comment est-ce possible, parce que pour moi c'était inimaginable, d'être heureux dans ce monde si ce monde va si mal. On ne peut pas être heureux si le monde va mal. Alors j'ai quand même cheminé depuis lors sur la question, mais c'est toujours présent, mais n'empêche que j'ai trouvé quelques repères, quelques directions qui permettent d'apaiser tout ça. Donc si on peut être un minimum heureux, alors pas complètement, j'en suis toujours convaincue, mais on peut être un minimum heureux malgré tout. Et donc, moi je suis allée chercher aussi, comme vous, en 2014-2015, des réponses à pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des famines, pourquoi le monde fonctionne comme ça. Et j'ai plongé moi dans la connaissance histoire, géopolitique. J'adorais à cette époque me plonger dans la géopolitique, l'économie. J'ai essayé de mieux comprendre comment fonctionnait l'économie mondiale. Je me suis penchée aussi sur les questions religieuses. Que disent les différentes religions à ce sujet-là? Et c'est vrai que plus vous cherchez là-dedans, plus vous cherchez des connaissances. C'est comme la pelote de laine, vous tirez, ça ne s'arrête jamais. Et effectivement, j'ai tiré, et douche froide, douche gelée. Et à l'époque, c'est pas comme avec le Covid, j'étais extrêmement seule dans cette approche de la connaissance des médias alternatifs, des informations alternatives quant au fonctionnement du monde. Et je me suis retrouvée bien seule, mais n'empêche que j'ai pas forcément la langue dans ma poche. Quand j'ai quelque chose, faut que ça s'exprime. Alors ça s'exprime en faisant attention à ce que je dis, mais ça s'exprime en le disant quand même. Et donc j'ai commencé à en parler autour de moi, à mon mari, à mes proches, à mes amis, mes connaissances. Et quand je parlais de ça à l'époque, je me souviendrai toujours du regard des gens face à ce que je leur disais. Face à ces interrogations, à ces découvertes que je faisais. Et bien ces regards, c'était un regard comme ça, les yeux grands ouverts, avec un regard de sidération. Alors je faisais vachement attention à la façon dont je le disais, parce que j'ai bien conscience que la façon dont on dit les choses peut véritablement impacter la façon dont les gens vont le recevoir. Que la plupart d'entre nous, sommes capables d'entendre beaucoup, à condition qu'on mette les formes. Simplement, j'ai pu voir à quel point ce que je pouvais dire à cette époque a pu faire peur aux gens. Et c'est là que je m'arrêtais. Quand je sentais que les gens avaient beaucoup trop peur et qu'il ne fallait pas aller plus loin, je m'arrêtais. Mais je savais que, au moins, j'avais exprimé ce que j'avais envie d'exprimer, j'avais obtenu le ressenti des autres vis-à-vis de ces questions-là, qui en général étaient plutôt perdues, je vous avoue, face à ce que je leur disais. Et puis j'ai pu quand même comprendre à quel point il y a des limites à pas trop dépasser quant à la forme surtout, mais également quant au fond. Tout le monde n'est pas prêt à tout entendre. Et oui, vous allez vous retrouver face à des gens qui vont fermer complètement la porte. Et plutôt, moi je me suis plutôt trouvée face à des gens qui ont accueilli la graine que j'ai semée. Ouais, je l'ai plutôt vécu comme ça, moi, parce que c'était hors période Covid, il n'y avait pas tous ces conflits de position qu'on a pu avoir pendant le Covid, entre les pour, vaccination, contre vaccination, anti, pro-masque, vous voyez, toutes ces terminologies qui ont été vachement véhiculées et qui ont fait des scissions entre les gens et au sein même des familles. Moi, à mon époque, en 2014-2015, il n'y avait pas tout ça. Il y avait eu cette succession de conflits dans le monde, de guerres dans le monde, mais ça n'a pas eu le même impact au niveau individuel que le Covid a eu. Donc, quand j'abordais les questions, c'était surtout face à la sidération que je me retrouvais. Cette sidération, je vous le disais, c'est la peur d'entendre ce que j'avais à dire, mais c'est aussi, je ne maîtrise pas là où tu vas, donc je préfère arrêter d'en parler. Et j'accueillais tout simplement cet état de fait, mais voilà.
Donc, quand le Covid est arrivé, j'avais déjà vécu, moi, tout ce que la majorité d'entre vous avaient appris pendant ce Covid. Moi, ça a été pour moi juste la juste suite de ce que je savais du monde dans lequel on vivait, notamment des politiques. Alors, c'est pas que les politiques, c'est, vous l'aurez compris, au-delà des politiques en réalité, en cette gestion de l'élite mondialiste. C'est des politiques, c'est des hommes d'affaires, c'est des financiers, c'est des hommes de pouvoir et des hommes d'argent, pour dire les choses plus simplement. Donc, moi, j'ai pu voir de haut la période du Covid et sa gestion avec le recul que j'avais de ces recherches que j'avais effectuées au préalable. Et ça m'a permis d'analyser en fait tout ce que vous viviez vous individuellement, ce que nous vivions nous collectivement d'un point de vue plus relatif. Et finalement, ça n'a fait que confirmer ce que je savais déjà et d'accentuer la conscience de ce que je savais déjà. C'était un petit peu cette gestion du Covid comme la preuve de ce que j'avais compris. Si preuve il fallait finalement. Ce que je comprends donc de tout ça, du haut de cette distance que j'avais vis-à-vis du Covid, parce que j'avais déjà compris beaucoup de choses, ça m'a permis de voir en vous cette évolution. Ça m'a permis d'accompagner beaucoup d'entre vous dans cette évolution pour pas que ce soit trop blessant à l'intérieur de vous. Et à l'époque, notamment, je ne vais pas rentrer ici dans les détails parce que ce serait beaucoup trop long, j'avais fait une vidéo qui s'appelait La période actuelle du grand changement, lecture des guides. C'est une lecture d'archives akashiques que j'avais expliquée ensuite par mon approche personnelle de ce que disaient les guides, les messages des guides en cette période de grand changement. Et donc, si ça vous intéresse, allez voir sur YouTube, allez là sur ma chaîne, ça pourrait être intéressant. Je ne pouvais pas tout dire à cette époque, mais je laisse sous-entendre pas mal de choses quand on essaie de regarder derrière les lignes de quoi il s'agit et si on va au bout de la vidéo. Parce que si on se contente du début, on ne peut pas tout comprendre. Bref, pendant cette période où vous comprenez de mieux en mieux, quel est le risque? C'est que vous vous enfonciez à chercher, à tirer cette pelote de laine, donc vous enfermiez dans la connaissance. Ça, c'est le premier risque, c'est-à-dire que plus vous cherchez une information, plus vous allez tomber sur une autre information, et plus vous tombez sur d'autres informations, plus vous allez plonger dans la noirceur qui sous-tend tout ça. Cette noirceur, je vais vous l'épargner parce qu'elle est trop violente, mais sans doute certains d'entre vous ont été profondément blessés parce qu'ils ont pu lire, entendre au sujet de certaines pratiques qui peuvent être très, très sectaires, limite, dans ce monde mondialiste. Donc, quand on plonge très loin dans la compréhension, dans la connaissance, ça peut faire très peur. Et donc, ce que disent les guides en ce moment-là, c'est qu'une fois que vous avez compris, une fois que vous savez, sachez arrêter la quête de connaissance, parce que sinon, plus vous allez regarder dedans, plus vous allez plonger dedans, plus ça va devenir votre réalité. Cette réalité, malheureusement, elle est sombre, elle est extrêmement sombre, et si cette réalité devient la vôtre, vous allez vivre dans un état de noirceur qui va être extrêmement difficile à supporter. Et malheureusement, j'en vois encore beaucoup aujourd'hui, on est en 2022, 2 ans après, qui sont encore complètement là-dedans. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas vivre paisiblement et ils ne peuvent pas trouver la joie intérieure parce que leur réalité, c'est devenu ça. Et ce ça devient de plus en plus sombre, plus on cherche. Donc attention, disent les guides, la connaissance, oui, la compréhension, oui, mais sachez vous arrêter. Sachez vous arrêter pour que votre réalité ne devienne pas ce que vous entendez de ce monde-là. Il ne s'agit pas de s'arrêter totalement, mais c'est de ne plus être constamment dans cette quête-là. C'est savoir jongler entre les occupations de la vie quotidienne, le bien-être que la vie quotidienne peut apporter, la relation à l'autre, les sorties, etc. et la quête d'informations sur ce qu'est ce monde-là.
Parce que l'idée, c'est évidemment de trouver un équilibre qui soit sain pour soi. Parce que quand je dis si on reste obnubilé par cette quête d'information, eh bien, votre réalité devient ce que vous regardez. Si vous regardez des choses sombres, votre réalité va devenir elle-même sombre. Voyez? Donc, regarde où tu regardes. Change ton regard quand ce que tu regardes est trop sombre. N'en fais pas uniquement cette réalité qui devient la tienne parce que ça devient une souffrance. Quand on regarde autour de soi, d'autant plus, eh bien, on se rend compte que finalement, le monde, il va pas si mal que ça autour de soi. On a tous des difficultés, on a tous des problèmes, d'autant plus dans cette période du grand changement où tout se bouscule autour de nous. Mais concrètement, là, devant soi, moi, si je regarde devant moi, qu'est-ce que je vois? Je vois des arbres, je vois un chien, je vois des fleurs. Voilà, je vois la vie, c'est calme, c'est tranquille. Si je regarde un peu plus loin, voilà, il y a des gens qui restent chez eux en famille à jardiner, il y a des gens qui se baladent en forêt, il y a des gens font leurs courses, font leur marché, font les boutiques, vont au cinéma. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui s'éclatent au travail, il y a des gens qui s'ennuient au travail, mais il y a des gens qui vivent de leur relation au travail aussi. Si je regarde un peu plus loin, il y a des gens qui voyagent. Donc, si on regarde autour de nous, au fond, ça va pas si mal. Bien sûr que c'est pas parfait, bien sûr que c'est très loin d'être parfait, mais ça va pas si mal. Quand je dis ça, évidemment, j'occulte pas le fait que certains, bien évidemment, ont une réalité qui est complètement différente et eux, évidemment, qu'ils ressentent les choses complètement différemment. Vous êtes malade, vous avez un défunt dans votre famille, vous avez des problèmes financiers, vous avez une dépression. Bien sûr, votre réalité, c'est celle-là. Ça, c'est votre réalité, c'est elle qu'il faut regarder et bien sûr qu'elle n'est pas facile. Mais si vous surrajoutez en plus à ça tous les défis de cette mondialisation, de ce chemin que certains veulent nous faire prendre, vous surrajoutez à votre malheur. Donc l'idée vraiment ici, c'est de ne pas surrajouter à nos difficultés personnelles de quelque façon que ce soit. C'est de nous écarter à minima de toutes ces informations trop sombres qui vont nous plonger dans une grande anxiété. Restons un minimum informés, regardons de loin, essayons de voir grosso modo vers quoi on tend, histoire d'être un minimum alerte, un minimum prêt par rapport à ce qui se passe, pour ne pas être surpris, pour ne pas être pris au dépourvu par rapport à ce qui s'organise. Ça, c'est l'idée. C'est de ne pas être pris au dépourvu. Mais l'idée aussi, c'est de ne pas être prisonnier de l'information. Et pour ça, dans la lignée de ce que je viens de vous dire, le conseil, c'est sachez éteindre les écrans. Sachez éteindre les écrans, que ce soit la télé traditionnelle, mainstream, d'accord, parce que les médias mainstream vont véhiculer une opinion plutôt unitaire de cette vision du monde qu'ils ont. Voilà, il y a un mouvement, une croyance qui est véhiculée par les médias qui est toujours la même, quelle que soit la chaîne qu'on regarde, ou en tout cas plus ou moins la même, on va dire, pour être plus juste. Donc c'est éteindre les médias mainstream, les rallumer de temps en temps juste pour être informé comme monsieur tout le monde. Et deuxièmement, inversement, c'est savoir se détacher aussi des médias alternatifs, parce que ni d'un côté ni de l'autre c'est totalement juste. Chacun a un parti pris, chacun a une position, et le risque c'est que on aille dans la scission. Alors que notre objectif, quand on est dans l'évolution de conscience, c'est de trouver le juste milieu. Et c'est de regarder toute cette information dans son ensemble, de peser le pour et le contre, de voir dans tout ce qui nous est dit, ce qui résonne juste à l'intérieur de soi. Alors il ne va pas s'agir de trouver la vérité, il va s'agir là de rechercher ce que soi, intérieurement, on trouve le plus juste, le plus logique, le plus explicatif de ce que le monde est, de ce que l'on est soi, de ce que je suis. Donc pas de vérité, juste ma vérité. Et cette vérité, on comprend d'autant plus qu'elle n'est pas immobile et qu'elle évolue constamment au vu de nos expériences, qu'elle s'enrichit constamment au gré de nos expériences et que cette vérité, elle n'est jamais complètement vraie. Ce que je crois aujourd'hui, je ne le croirai peut-être plus demain. Et alors, ça fait partie de l'expérience et c'est comme ça qu'on grandit, c'est parce qu'on apprend qu'on change d'opinion ou en tout cas qu'on
qu'on agrandisse l'opinion des choses, qu'on l'élargisse. Bon, ça devient un peu trop abstrait là, donc je vais revenir à une réalité plus concrète pour les besoins de la vidéo, parce que sinon je vais en perdre beaucoup. Donc je disais, éteindre les écrans d'un côté comme de l'autre pour être dans le juste milieu, se faire sa propre opinion. Une fois qu'on s'est fait sa propre opinion, on arrive à analyser le monde avec assez de justesse par rapport à ce qu'on croit être sa vérité, et avec ça on peut agir. Un autre conseil qui est donné, c'est toujours par rapport à la vérité. Les guides me disaient, je l'ai tellement constaté autour de moi pendant la période Covid, et là ça commence à se calmer, je me rends compte que les gens se calment par rapport à ça, ont pris du recul, c'est parce qu'on pense que c'est la vérité, parce qu'on sait aussi qu'il y a des vérités vraies, voilà, il y a les chiffres, il y a les statistiques, il y a ce que les organisations internationales officiellement diffusent, mais si on cherche sur le net, je voulais dire, mais ne diffusent pas dans les médias grand public. Donc des fois on a des vraies preuves concrètes, matérielles qui sont indiscutables, donc ça fait grandir en soi un sentiment de vérité absolue. Voilà, la vérité c'est ça, c'est pas ça. Et grandi, nourri de cette vérité absolue, de cette croyance en la vérité absolue, et ben qu'est-ce qu'on va faire? Certains, j'en ai vu beaucoup malheureusement, qui se sont un petit peu perdus un temps là-dedans, c'est de tenter de convaincre les autres du bien fondé de tout ce qu'ils disent. Bien sûr qu'il y a du bien fondé, bien sûr qu'il y a de la justesse, bien sûr qu'il y a une volonté de faire du bien, mais quand on se retrouve à essayer de convaincre l'autre, et vous avez dû, pour certains, le faire avec le Covid, essayer de convaincre votre famille de ne pas se vacciner, essayer de convaincre votre famille que les politiques prennent des décisions qui sont absolument arbitraires et pas du tout justes, en votre sens, etc., que les statistiques le disent, que les scientifiques le montrent, etc. Et vous êtes retrouvé face à des murs qui ne voulaient pas entendre ces faits-là. Sauf que beaucoup se sentaient obligés de tenter de convaincre. Et en faisant ça, ça a été beaucoup de conflits qui sont nés. Beaucoup de conflits qui sont nés entre celui qui veut convaincre d'une vérité, de sa vérité, contre ceux qui ne voulaient pas l'entendre. Parce que je vous rappelle la question de l'effet de sidération. Quand il y a un effet de sidération chez quelqu'un, vous pouvez mettre toute la raison, toute la justesse derrière. La sidération fait que la personne, elle ne peut pas entendre ce que vous lui dites. En effet, dans cette période, effectivement, beaucoup de gens très intelligents, des gens très réfléchis, raisonnables, des intellos, des hommes d'affaires, des avocats, des scientifiques, vous pouviez leur dire tout ce que vous voulez, avec le plus de preuves matérielles que vous vouliez, ça passait pas. Parce que la sidération fait que c'est trop violent ce que vous leur présentez, que là-dedans, il y a quelque chose qui va bloquer. L'inconscient va bloquer en disant non, mais là, il est en train de me mettre en danger en me donnant ces informations. Je ne veux donc pas les entendre, je ne veux donc pas les comprendre, je ne veux donc pas les accueillir, je les refuse en bloc. Et effectivement, c'est irrationnel ce refus en bloc. C'est irrationnel, mais c'est l'appel de l'inconscient qui a tellement peur, et l'inconscient c'est un enfant de moins de 6 ans à peu près. Donc il vient avec toutes ses peurs, et là il empêche l'adulte que l'on est de raisonner correctement, d'accueillir effectivement les faits tels qu'ils sont. Et donc tout le travail à ce moment-là, quand vous êtes dans cette situation-là, c'est d'accueillir pleinement qu'ils sont dans cet état de sidération, qu'ils ne sont pas dans cet état de conscience pour accepter ces informations parce qu'elles sont trop violentes, elles sont trop anxiogènes, elles détruisent toutes les bases de ce à quoi ils croyaient jusque-là et que c'est pas entendable aujourd'hui. Et c'est là vraiment que soit, quand on a la conscience qui s'élève, qu'on doit être capable de reculer, de s'arrêter et de reculer pour leur bien. Il ne faut pas essayer de convaincre parce que, vous vous épuisez à essayer de convaincre, vous vous énervez parce que vous apportez des faits qui sont justes, matériels, indiscutables, et que pourtant de l'autre côté on ne les accueille pas. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez une personne qui est anxieuse, et vous lui faites peur, vous créez une anxiété complémentaire qu'elle n'avait peut-être pas avant, ou en tout cas avec le Covid qu'elle avait déjà avec tout ce qui se passait, et vous en surajoutez une couche. Donc il faut savoir prendre soin aussi de l'autre.
ne pas lui faire du mal, ne pas le blesser, le surblesser et accueillir qu'il en est là. Il en est dans cet état de conscience et chacun sa route. Il fera le chemin comme tout le monde, à son rythme, et vous faites le vôtre comme tout le monde à votre rythme. Et vous voyez, il y a un gros décalage entre le rythme de l'un et le rythme de l'autre, mais tout le travail de celui qui s'éveille en conscience, c'est accueillir cette différence de rythme et de l'accueillir pleinement, comme quand on regarde son enfant qui fait des bêtises, qui fait des choses qui ne sont pas justes, mais on sait juste qu'il en est à cet état de conscience de l'enfant, on sait qu'il ne peut pas comprendre encore, on sait qu'il a besoin de temps et d'expérience de la vie pour apprendre, et que nécessairement il va grandir, et que nécessairement il va comprendre, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Donc voilà, c'est la question de l'acceptation de où j'en suis, l'acceptation de où en est l'autre. Et c'est là qu'on établit un équilibre. Ne pas bousculer l'autre et ne pas se bousculer soi-même. Voilà. Cette phase-là, elle a pour objectif, nous disent les guides en réalité, c'est comme pour la phase de la quête de soi, eh bien c'est de nous permettre de retrouver encore plus de libre arbitre. Le libre arbitre, on ne peut l'acquérir que si on devient de plus en plus indépendant. Et pour devenir de plus en plus indépendant, il faut être conscient de soi, conscient des autres, conscient du monde dans lequel on évolue. L'idée, c'est vraiment de nous rendre de plus en plus conscients de ce à quoi on a affaire dans ce monde-là. Et si on devient de plus en plus conscient de ce qui est, forcément, on sera de moins en moins influençable. On pourra ainsi de plus en plus prendre des décisions en notre âme et conscience pour évoluer dans ce monde tel qu'on le sent vraiment intérieurement et non plus avec son petit mental qui lui est bourré de peur, de limites, de blocages, de blessures, de croyances. Il n'est pas forcément notre mental le maître le plus juste pour soi. Bien sûr qu'il faut avoir du mental, mais qui a le plus raison? Ce qu'on apprend dans tout ça, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est l'intuition, c'est ce qu'il y a au plus profond de soi. Alors quand on dit ça, évidemment, ça peut résonner parfaitement juste pour certains et d'autres me diront non mais je vois pas de quoi tu parles. Et bien ça je peux pas vous l'expliquer clairement. En tout cas, c'est pas l'objet de la vidéo maintenant, mais à un moment donné, quand on évolue sur le chemin, on comprend profondément ce que ça veut dire. Et tout l'enjeu, ça va être de toujours écouter ça et non plus ça. Donc, libre arbitre, indépendance pour faire de sa vie ce que l'on souhaite vraiment et non plus ce que la société, ce que les autres souhaitent que l'on fasse, que l'on devienne. Voilà l'objectif, devenir indépendant.